Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau live startup sur WeSeed. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Alain, fondateur et président de la société Solar Cloud System. Alors avant de passer au live à proprement parler, un petit rappel sur le déroulé classique du live. Donc une fois cette introduction terminée, Alain prendra la parole, présentera l'activité de Solar Cloud, les enjeux de la levée de fonds. Et ensuite, on passera à la phase que beaucoup d'entre vous attendent, c'est-à-dire la phase de questions-réponses. À ce sujet, si vous désirez poser votre question, rien de plus simple. En bas de votre écran, vous avez une bulle QR. Donc, il suffit de cliquer dessus, de taper votre question sur votre clavier, de nous la soumettre. Et ensuite, dans la seconde partie, je m'occuperai de la poser à Alain, qui se fera un plaisir d'y répondre. Alain, je te passe la main, je te laisse te présenter, partager ton écran, et moi je vous retrouve après pour les questions-réponses. Ok. Oups. C'est bon? Bonjour, Ouais. je m'appelle Alain Janet. Je suis effectivement le dirigeant de Solar Cloud System. J'ai travaillé et vécu aux États-Unis dans le passé. Du reste, ma femme est américaine. Ma fille est avocate en propriété industrielle à New York, ce qui fait que je suis d'assez près toute la partie pays de Solar Cloud System. Et mon fils est en finance verte à Paris. Dans le passé, j'ai travaillé à la mise au point et à la création de textiles techniques qui étaient essentiellement destinés à la course à la voile. Les technologies qu'on a mis au point étaient d'une qualité assez remarquable, suffisante pour notamment que le défi chinois nous demande de réaliser des voiles pour la Coupe de l'Amérique, ce que nous avons fait pour eux. C'est effectivement dans ce cadre nautique qu'un de mes clients amis, qui à l'époque était un des dirigeants de 3M à Paris, m'a suggéré d'intégrer une couche supplémentaire à ce qu'on fabriquait déjà, une couche photovoltaïque. Et de mémoire, c'était 2012, quelque chose près, peut-être 2011, 2012. Et à l'époque, pour moi, le photovoltaïque, c'était ce qu'on connaissait tous à l'époque, c'était du silicium en toiture, quelque chose de relativement épais avec des cadres en aluminium. Donc, je m'étais promis de regarder un peu plus en détail ce qu'on prévoyait pour un futur assez proche, à savoir la fabrication de couches minces photovoltaïques. Et il est vrai qu'en 2012, il n'y avait pas véritablement grand-chose sur le marché, on en parlait beaucoup, mais de produits réels, il y en avait peu, voire pas. Donc effectivement, j'ai gardé ça dans un coin de mon esprit et j'ai regardé et j'ai vu qu'était apparue au Japon une technologie qui s'appelait le silicium amorphe et qui avait une flexibilité qui ressemblait un petit peu au substrat que j'avais l'habitude de travailler. Donc, j'ai décidé en 2014 de créer, de fonder Solar Cloud System en n'étant pas du tout certain d'avoir un produit qui un jour verrait le jour. C'était pour voir jusqu'où on pouvait pousser l'intégration de photovoltaïque couche mince sur des textiles, voir si on pouvait aller au-delà du nautisme, si d'autres métiers, d'autres industries pouvaient y trouver un intérêt marqué. Et donc, aujourd'hui, on est 6 ans plus tard, l'industrie photovoltaïque et mes pairs, qui au départ nous ont accueillis avec un certain scepticisme, je dois dire, notamment quand on leur a expliqué qu'on allait mettre ça sur des voiles de bateau. Donc en 2021, l'industrie photovoltaïque française et européenne nous reconnaît un rôle d'expert dans le domaine des couches photovoltaïques minces. Pas uniquement parce qu'on a un savoir-faire scientifique particulier, mais surtout parce qu'on a su amener au marché un produit innovant et on a pu trouver des applications industrielles pertinentes. Et c'est ça qui a véritablement fait la différence. En 6 années, on est passé comment dire, de créateurs avec une idée un peu folle à à des produits qui sont maintenant reconnus et qui sont certifiés.
et qui ont une valeur industrielle reconnue. Donc, en ce sens-là, on n'a pas fait fausse route. On a mis à peu près 2 ans à déterminer jusqu'en 2016. Ça a commencé réellement en 2016. En 2016, on avait un premier bateau qui avait fait un Vendée Globe et les produits étaient revenus en bon état. Et cette même année, on a reçu la qualification aéronautique du CNES. Donc en 2016, j'ai réalisé qu'on avait réellement un produit qui valait la peine d'être développé. Et les 4 années qui viennent de s'écouler nous ont permis de rentrer de plein pied dans l'industrie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je viens devant vous afin de vous proposer de financer l'industrialisation de SolarCloud System. Alors, OK. Donc, l'industrialisation de SolarCloud System, c'est un budget de 102 000 euros qu'on a estimé de façon un peu plus élevée avec WICID parce qu'effectivement, il nous faut du fonds de roulement. On a annexes qui sont hors budget même de l'industrialisation. On sait que c'est un projet qui va durer à peu près 8 mois de travaux et d'implantation. Oups, pardon. Alors, comme je vous disais, on a mis au point un procédé innovant qui a été labellisé. On a reçu de nombreux prix. La liste est longue. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais enfin, chaque année, on reçoit quelque chose. On a été qualifié de rupture technologique par le pôle de compétitivité énergie Cap Énergie. Et c'est vrai qu'on a développé un produit dans lequel peu de gens croyaient quand je les ai contactés en 2014. Non, on a intégré effectivement des couches minces sur des supports textiles. Du reste, en 2021, même en 2020, on nous a demandé de travailler sur d'autres choses que le support textile, toujours à partir de couches minces. On a eu la chance d'être distingué l'an dernier, en décembre 2020, par le service du Premier ministre. On a reçu, à notre grande surprise, on ne s'y attendait pas du tout, on a reçu un carton. Je pensais que c'était, très honnêtement, je pensais que c'était Amazon qui nous livrait quelque chose. Il y avait une statuette dedans et puis un trophée et un mot du Premier ministre. Voilà, donc on était très contents, on le remercie. Donc on a travaillé d'arrache-pied, je peux dire, avec des succès, des échecs, des verrous à ouvrir pendant 5 ans, et pas seulement sur la partie photovoltaïque, mais aussi sur tout le cheminement électrique, les diodes, tout ce que vous pouvez imaginer, qui doit rester flexible, qui doit pouvoir s'enrouler, qui doit pouvoir se plier. C'est pas rien dans le domaine du photovoltaïque. Et donc, en 2020, on a enfin réussi à passer le cap et à faire valider de nombreux prototypes par des industriels. Alors, ces prototypes, en fait, auraient dû être validés juste avant le Covid, mais la crise sanitaire a fait qu'on a pris un petit peu de retard, quelques mois. Ce qui devait être fait en janvier, février a été reporté à septembre, octobre, comme beaucoup de choses. Et notamment, le premier client, enfin le plus gros, on va dire, en termes de clients industriels pour SolarCloud System, c'est le groupe Volvo Renault Truck, qui est aussi propriétaire des camions Mack aux États-Unis. C'est le deuxième fabricant mondial après Mercedes de camions, de tracteurs. Et après un cycle d'une douzaine de mois, un petit peu plus même, en tout cas 12 mois sur la route avec des camions qui ont été testés, la marque a décidé de passer notre produit, notre innovation en produit de série, en première monte d'usine. Donc avec des cadencements, avec des volumes minimum par commande de 100 pièces. Donc on est rentré dans l'industrie de plein pied, tout est normalisé et on doit en fait franchir une étape, passer un pas qui va nous emmener de l'état on va dire, d'artisans éveillés ou de gros artisans éveillés à petit industriel. C'est vraiment la phase dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Alors, notre produit est innovant, vous le savez, parce que vous nous avez suivis et vous connaissez notre produit, mais il faut que je rappelle quand même les points forts, parce que c'est ça qui nous différencie, nous distingue des technologies existantes. On a un rendement à 17,6% qui est assez similaire en fait au photovoltaïque de toiture classique. Il est légèrement inférieur par rapport au
produits premium en toiture qui tournent plutôt vers 19-20%, mais avec 17,6%, on est tout à fait dans la course, on va dire, du rendement. Là où la différence se fait, et c'est véritablement important pour beaucoup de nos clients, c'est le rapport poids-puissance. Alors, comme on est fabricant de modules, on intègre de la façon la plus appropriée par rapport à l'utilisation de notre clientèle. Et donc, on peut intégrer plusieurs couches, différentes épaisseurs, qui peuvent aller en fonction des épaisseurs, on va dire avec un rapport poids-puissance qui va de 250 watts crête jusqu'à 340 watts crête par kilo. 340 watts crête par kilo, c'est énorme. C'est mieux qu'une batterie lithium en termes de rendement, rapport poids-puissance, le rapport massique. Et si on compare avec des panneaux classiques que je mentionnais avant, le silicium de toiture, vous allez sortir avec 15 watts par kilo, contre 340 dans nos modules les plus légers. Et si vous regardez les panneaux semi-rigides, vous obtiendrez au mieux, avec les meilleurs technos, 90 watts crête par kilo. Donc, ce rapport poids-puissance, c'est tout à fait déterminant pour des gens qui n'arrivent pas, qui ne peuvent pas utiliser du photovoltaïque classique ou même semi-rigide, parce que la structure porteuse ne permet pas d'avoir ce type de poids-là, ou bien parce que c'est quelque chose en déplacement, ça peut être un camion par exemple, ça peut être aussi un dirigeable, ça peut être un bateau, ça peut être toutes sortes de choses, ou un ballon stratosphérique, qui a besoin d'une énergie et qui ne peut pas supporter un rapport poids-puissance inférieur. Et donc, la légèreté, la flexibilité, le fait que notre produit soit enroulable, il est incassable car il n'y a pas de verre à l'intérieur, alors que le semi-rigide ou le rigide classique contient du silicium cristallin, donc cassant. Dans les couches minces cristallines, vous faites 30 degrés de pliure, de courbe plutôt, et le produit va casser net, c'est du verre. Dans le cas de notre produit, et c'est du reste ce qui nous a distingués chez Renault-Volvo, notre produit est enroulable. Pour l'expédier, vous le mettez dans un carton type tube, il pèse relativement peu, donc il est léger, il est facile à expédier. Et tout ça, ça veut dire une agilité particulière, une logistique particulière pour les transporteurs. L'autre point fort, il y a peu d'émissions de chaleur. Et rappelez-vous, dans le photovoltaïque classique, passé 25 degrés de température ambiante, les modules produisent de la chaleur, les modules silicium, et plus ils produisent de la chaleur, plus le rendement est affecté. Il y a une dégradation du rendement. C'est ce que constatent beaucoup d'utilisateurs, notamment Thales pour le Stratobus. À partir d'une certaine chaleur, le cristallin qui démarre bien, il démarre assez haut en rendement, perd sa capacité par dégradation due à l'émission de chaleur. Nos produits émettent très peu de chaleur, un petit peu. En plein été, vous pouvez mettre la main sur nos modules, ils resteront tièdes, vous avez l'impression d'avoir de l'eau tiède. Vous faites la même chose avec du cristallin à côté, vous ne pouvez pas poser votre main dessus, ça brûle. Donc, peu d'émissions de chaleur, donc peu de dégradation en termes d'énergie. On installe des diodes de dérivation qui permettent d'éviter les ombres portées. En tout cas, ça reroute l'énergie de façon qu'elle ne soit pas impactée par les ombres portées. Et le dernier point qui est important et qui est aussi différenciant, on a une bien meilleure empreinte carbone de l'ordre de 5 à 6 fois moindre que le PV cristallin, silicium cristallin classique. Donc tous ces points-là font qu'on a trouvé un marché particulier qui ne peut pas ou qui ne veut pas utiliser du cristallin classique. Alors, vous voyez là, c'est une illustration du souple. La puissance, avec 17,6%, il y a suffisamment d'énergie pour faire tourner des turbines, des moteurs électriques, que sais-je, et c'est un produit qui n'est pas cassable. Alors, sur base textile, mais là bon, vous voyez sur l'image une machine à coudre qui est en train de coudre une bande velcro en voilerie, parce que nous avons une partie voilerie et sellerie ici, et donc l'ensemble des panneaux qui sont destinés à avoir une application textile passent effectivement sous machine à coudre.
ce qui est assez unique dans le domaine du photovoltaïque. Les applications, vous le savez, elles sont nombreuses. Alors, on a eu beaucoup de chance d'équiper Jean Le Cam. On aurait pu équiper un autre skipper moins présent. Jean est d'une humanité incroyable, il faut bien dire. J'ai eu la chance de travailler avec lui en juillet 2020 pour préparer donc la couverture de la casquette du roof de son bateau. Et je sais qu'il a été très, très satisfait du produit qu'on lui a livré. Donc, tant mieux pour Jean et tant mieux pour Solar Close Systems. C'était une très belle rencontre. Alors, on travaille aussi sur Terre, vous le savez. Donc là, vous êtes avec une tente Utopia. On a beaucoup travaillé le domaine des tentes. Parce que il y a bien évidemment les tentes de loisirs, le camping de luxe ou les tentes pour des fonctions ou des salons, enfin tout ce qui peut être de l'ordre du tourisme d'affaires. Il y a aussi les tentes militaires et il y a les tentes humanitaires qui ont à peu près les mêmes critères que les tentes militaires. Et donc, quand on a réussi à mettre en autonomie d'énergie la consommation électrique d'une tente comme celle-ci, c'est à peu près 1802 kWh, on sait qu'on peut faire la même chose, même mieux, parce que vous voyez, il y a finalement assez peu de panneaux textiles photovoltaïques sur le toit de la tente. Il y en a de l'autre côté, on ne voit pas l'autre pente, mais l'autre côté est équipé. Mais on aurait pu doubler la superficie, on aurait pu monter à 3, 4 kW. Pour des militaires, on doit pouvoir monter à 5 ou 6. Du reste, nous sommes en négociation avec la DGA à l'heure actuelle. Et je sais que cette application-là fonctionnera très bien et de la même façon pour le domaine humanitaire. Donc, on a beaucoup travaillé le domaine de la tente, aussi sur la gestion énergétique à l'intérieur des tentes. Et là, on a un produit qui va continuer à se développer, qui va prendre des parts de marché importantes. Alors, intentionnellement, je ne montre pas la partie Renault-Volvo parce que nous sommes sous un contrat de confidentialité assez rigoureux. Je peux en dire un petit peu, mais moins j'en dirais du point de vue de la confidentialité, mieux ce sera. Tout ce que je peux vous dire, c'est probablement 2021 notre plus gros client avec le domaine de l'agriculture. Et Renault, Volvo a de nombreuses autres lignes de production et modèles de camions qui souhaitent nous faire équiper, notamment un camion militaire pour l'armée de l'air. Comme vous avez dû le lire, Volvo au Brésil nous a demandé de travailler pour eux. La quantité est véritablement importante et la pertinence de notre produit pour le Brésil, pour Volvo au Brésil, est très, très significative. Donc ça, c'est la partie sur Terre, en quelque sorte. La partie dans les airs, on est aussi dans les airs, notamment avec l'armée de l'air qui nous a demandé de travailler sur 2 modèles de drones. Là, vous en avez un, afin d'obtenir une vingtaine de minutes d'autonomie de vol supplémentaire. Donc ça, c'est un projet qui est en cours. L'objet de ce call, l'objet de cette levée de fonds, c'est de transformer notre outil industriel. Brièvement, et vous le verrez un petit peu plus loin, notre capacité actuelle de production en mètres carrés jour est insuffisante et dans peu de temps, ça va devenir un véritable problème, ça va devenir dramatique, on n'arrivera pas à livrer nos clients et on va perdre nos clients parce qu'on n'aura pas la capacité pour produire. Donc, on a alerté tout le monde, notre clientèle le sait, la progression de leurs commandes suit notre capacité industrielle, ils savent qu'on est en phase d'industrialisation. Donc, le cadencement de leurs commandes va suivre notre industrialisation. De ce point de vue-là, on ne sera pas pris à défaut. Pour autant, il faut changer de braquet, comme on dit dans le vélo. Il est important de mettre au point notre nouvel outil industriel. Ça suppose aussi pas mal de mises à jour dans nos process. Je les ai listés là. On a un véritable travail de fond industriel à faire. Vous les avez ici, ça passe par les contours de plan, les process flowcharts et compagnie. Globalement, on va fabriquer une nouvelle salle blanche qui va faire
300 mètres carrés avec 2 gros laminoirs, plus gros que celui qu'on possède aujourd'hui. L'ancienne salle blanche existe toujours, qui fait 135 mètres carrés. Au total, on aura donc en zone de production totale 435 mètres carrés avec 3 laminoirs. 2 laminoirs à créer et un laminoir existant. Et là, effectivement, on va pouvoir... mon objectif, c'est de décupler la production. Parallèlement à ça, il y a un passage au stade industriel. Alors, pour un industriel comme Safran, on va devenir une petite industrie. Pour nous, c'est un pas énorme. C'est aussi un changement de paradigme. C'est une transition pour laquelle il faut faire attention. On ne s'improvise pas du jour au lendemain industriel. Pour ce faire, on a des conseils de gens qui sont impliqués depuis longtemps dans la production, qui vont nous aider à passer le pas, qui vont nous aider à concevoir et qui vont nous aider à éviter les embûches de la transition. Alors, cette transition industrielle va nous obliger effectivement à réaliser des embauches. Un directeur de production en particulier, un directeur commercial qui va venir compléter la à l'heure actuelle, et puis des opérateurs, et probablement on a une jeune ingénieure stagiaire chez nous, et si elle se plaît, je la garderai aussi. Donc on aura deux ingénieurs chez SolarCloud System. Donc l'objectif, c'est, vous voyez la salle blanche en bas à gauche, telle qu'elle est aujourd'hui. On vous envoie une partie, hein, bien évidemment, celle qui fait 135 mètres carrés. Avec cet outil de production, on arrive à sortir 10 mètres carrés jour. Je veux pouvoir sortir 100 mètres carrés jour. Voilà, donc ça, c'est la capacité. Cette capacité-là sera bien évidemment supérieure à nos besoins en 2021, mais elle deviendra tout à fait en phase avec les besoins de 2022, 2023, 2024. Voilà le plan des travaux. On va faire des transformations sur à peu près 800 mètres carrés. Donc, ça a été pensé, réfléchi, c'est passé par les mains d'un architecte conseil. On aura un conducteur de travaux pour mener les choses à bien, avec aussi donc quelqu'un qui sera peut-être notre futur directeur de production, mais qui sera définitivement un consultant pour mener à bien cette phase de transition. Ça, c'est le planning des travaux. Alors, je ne m'attends pas à ce que vous le lisiez dans le détail, mais bon, il a été planifié. On a des cadencements, on a nos propres livrables. On sait ce qu'on doit livrer afin de suivre une chronologie qui nous permette d'être prêts au début de l'automne. Voilà. Donc, je voudrais revenir sur l'impact environnemental de notre technologie. Alors, je sais qu'on sort de la partie industrielle, financière, ainsi de suite, mais la plupart des WISeeders, mais pas seulement des WISeeders, la plupart de nos concitoyens, qu'ils soient français, européens ou ailleurs sur la planète, l'empreinte carbone, c'est un vrai problème. La circulation, les circuits courts, c'est aussi quelque chose qui est important. Et puis le recyclage des matières premières est aussi quelque chose qui est essentiel aujourd'hui. Donc je voulais revenir avec des éléments chiffrés sur qu'est-ce qu'est la technologie CIGS. Alors photovoltaïque CIGS, c'est cuivre, indium, gallium, sélénium, CIGS, qui sont trois éléments, sont des métaux faibles, qui captent sur des fréquences différentes la lumière, et l'addition de ces fréquences fait un bon rendement, qui est 17,6%. Donc l'empreinte carbone en termes de grammes CO2 par kilowattheure, vous la voyez, elle est là, elle est de 16. Et si vous regardez ce que donne le photovoltaïque cristallin classique, qu'on appelle le CSI, vous êtes dans une fourchette située entre 50 et 60. Donc effectivement, l'empreinte carbone de la technologie CIGS, c'est véritablement bonne. Elle est à comparer avec celle de la biomasse, de l'hydroélectricité. Donc on est plutôt bien placé dans ce domaine-là. Donc vous avez ici sur la partie droite une analyse un peu plus fine sur les avantages de notre technologie en termes d'empreinte carbone uniquement, par rapport aux autres technologies et les énergies renouvelables. Le point qui m'est souvent fait, c'est le recyclage du CIGS. Alors, si on regarde
les photovoltaïques couche-masse avec le photovoltaïque type classique toiture, le film capteur photovoltaïque dans les couches minces fait 30-35 microns d'épaisseur. Donc, dans ces 35 microns d'épaisseur, vous avez très peu de matière active, véritablement très peu. Vous en avez beaucoup plus dans le photovoltaïque silicium cristallin, dont l'épaisseur avoisine souvent les 2 cm. Donc, si on compare une pomme à une pomme, en termes de masse de produit, de poids de produit qui est utilisé pour convertir l'énergie solaire en électricité, il y en a très peu dans les couches minces et beaucoup plus dans le photovoltaïque classique. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas les recycler, mais on n'a pas du tout les mêmes quantités à recycler. Donc, en ce sens-là, l'impact du recyclage du CIGS est beaucoup plus faible que le photovoltaïque classique. Et par ailleurs, la valeur de ce recyclage est beaucoup plus élevée, car l'indium et le gallium, et le cuivre aussi, sont des éléments qui ont un prix et une valeur qui sont recherchés. Du reste, le petit tableau que vous avez en dessus et puis en dessous vous montre que l'indium qui est vendu aujourd'hui, l'indium neuf qui est vendu aujourd'hui, provient à 70% du recyclage. Donc il y a un travail énorme qui est fait sur le recyclage de l'indium. Ce sont des produits qu'on trouve dans les écrans plats, dans les batteries, dans l'électronique, dans les LED. Idem pour le gallium, où les ressources sont plus importantes encore. Et là, vous trouvez du gallium quasiment partout, dans tous les appareils sans fil, dans les téléphones portables, dans l'électronique de puissance, dans les LED, bien évidemment, dans le CIGS. Alors, et pour conclure cette présentation, je voudrais aussi vous signaler que nous travaillons en filigrane à la création d'une filière 100% française de l'industrie photovoltaïque de type CIGS. Pourquoi nous faisons ça? La première raison, qui était une raison tout à fait entrepreneuriale, qui était de pouvoir contrôler ses fournitures, son approvisionnement en cellules brutes CIGS. Aujourd'hui, les cellules brutes CIGS que nous utilisons ici, SolarCloud System, proviennent de la Silicon Valley, en Californie. Nous avons un excellent rapport, une excellente relation avec notre fournisseur. Pour autant, je souhaiterais que ce type de produit puisse être acheté en France. Alors, aujourd'hui, ça n'existe pas, il n'y en a pas. Et, à ma connaissance, 1 ou 2 producteurs de CIGS. Et donc, notre souhait, c'est de constituer une filière industrielle complète. Alors, SolarCloud System ne sera pas impliqué en termes capitalistiques, en termes opérationnels ou même en termes de temps passé. SolarCloud System sera positionné à l'aval de la filière, c'est-à-dire la société recevra les cellules qui sont fabriquées en zone sud Paris, dans l'Essonne, à côté de Saclay, afin de les transformer en modules photovoltaïques. Donc, en fait, ce sera le bout de la filière, l'amont étant en région parisienne et l'aval ici, à côté de Cannes et de Nice. Et auquel le circuit est plus long, mais enfin, il est quand même beaucoup plus court que de venir de Californie. Et puis, c'est une filière complète où on aura la maîtrise du produit en amont. Ce travail va se faire du reste en collaboration avec notre fournisseur actuel américain de cellules afin de créer ce nouveau produit. Nous avons décidé que l'ensemble des cellules et des modules qui seront produits, une fois leur durée de vie terminée, et durant les questions et réponses, on peut parler de la durée de vie, l'ensemble de ces produits-là sera récupéré. Il y aura un volume suffisant pour intéresser nos fournisseurs afin de recycler l'ensemble de ces produits. Donc, nous aurons un cycle complet sur la production des cellules et aussi des modules CIGS. Là, à nouveau, je vous rappelle que SolarCloud System travaillera de façon plutôt passive. Au niveau de l'institution, de l'État, de l'IPVF et autres, on va être bien évidemment actifs pour former cette filière, mais il n'y aura pas d'impact sur notre quotidien. On va continuer notre travail tel qu'il est,
avec les cellules que nous achetons en Californie et livrer nos clients tels qu'ils sont aujourd'hui par rapport aux commandes que nous avons. Notre souhait, c'est que dans 4 ans, dans 24 mois, dans 2 ans, dans 24 mois, des cellules CIGS fabriquées en France, dans l'Essonne, soient utilisées par nous ici, dans les Alpes-Maritimes. Donc, ça, c'est une présentation, alors, la plus courte. Il y a tellement de choses à dire dans le domaine et, comme vous l'avez entendu, je suis passionné, donc je pourrais vous en parler assez longtemps. Je pense que c'est mieux de vous repasser la parole, de voir quelles sont vos problématiques, vos questions. Je serais très heureux d'y répondre. Peut-être Maxime me donnera un coup de main de temps en temps parce qu'il y a certains produits financiers que je ne connais pas. C'est pas de mon domaine, mais on va faire au mieux pour pouvoir vous répondre. Et que vous soyez investisseur ou seulement intéressé par Solar Close System, je vous remercie d'être présent aujourd'hui et c'est avec plaisir que nous vous accueillons ici. Super. Merci beaucoup Alain pour la présentation très complète. Donc, comme tu l'as dit, on va passer aux questions-réponses. Alors, il y a déjà beaucoup de questions d'attente. Alors, juste avant de te relayer la première question, pour poser votre question, c'est dans l'onglet QR en bas de votre écran. Et ensuite, je me charge de la poser à Alain. Donc, on va prendre les questions. Je vais les prendre par ordre chronologique. Alors, on a 2 questions de Michel. Alors, je vais d'abord te lire la première. Avez-vous pensé le proposer pour les planeurs? Oui, clairement oui. Oui, du drone au planeur, il n'y a qu'un pas. On a même travaillé sur l'IFAN d'Airbus. C'est un projet qui malheureusement a été remis sur l'étagère, mais l'IFAN d'Airbus était censé accueillir des ailes photovoltaïques. Les planeurs, c'est un vrai sujet. Alors, c'est pas qu'on est saturé de propositions, mais on a tellement de propositions qu'on est obligé de les serrer, de faire ce qu'on peut faire et de développer des solutions qui sont en proximité de choses qu'on développe aujourd'hui. Alors, le planeur, oui. Je suis pas sûr que le marché soit très important. Donc, je fais attention à la taille du marché par rapport au temps qu'on passe à développer une solution. Mais oui, c'est une application évidente. Oui, vous avez raison. Okay. Alors, est-ce que ça pourrait aller sur le toit des voitures? Ouais, voilà. Deuxième question. Est-ce que cela pourrait être utilisé sur les voitures électriques? Bon, je ne divulguerai aucun secret que je n'aurais pas le droit de divulguer en vous disant qu'on a eu l'appel de Renault Voiture au courant du mois de janvier. Et pour la faire courte, Renault regarde avec un intérêt très particulier, Peugeot aussi du reste. Renault regarde et le critère pour eux, ce sera quand le photovoltaïque aura atteint, grâce au perovskite, bien évidemment au tandem, un rendement proche des 30%, 28, 29, dans ce bracket en anglais, dans ce segment-là. Si effectivement on arrive avec les tandems perovskite à avoir du CIGS à 28, 29%, 30% de rendement, Renault va les intégrer directement sur le toit, sur les capots, voire les ailes. Là, il faut regarder la partie 3D de l'application, sans passer par la situation de fabrication de modules qui seraient à rapporter ensuite sur autre chose. Ce sera intégré directement dans la fabrication même des ailes et des toits, des capots et des toits de voiture. L'objectif pour eux, c'est bien évidemment d'utiliser l'usine d'Oflin qui a dû rester ouverte par accord pris avec le gouvernement contre un sauvetage financier l'an dernier. Donc, ils cherchent effectivement une vocation à l'usine d'Oflin. Et le deuxième point, c'est que pour eux, la fabrication du rechargement sur les hybrides, la prise de rechargement sur les hybrides leur coûte une fortune. Donc, s'ils arrivaient à se libérer de la prise de rechargement sur les hybrides avec une captation solaire qui remplacerait cette prise, pour eux, ce serait du pain béni. C'est ce qu'ils cherchent. Donc, pour résumer, on cause. On n'a abouti à rien aujourd'hui. De toute façon, c'est un projet pour 2026, 27, 28.
Ils travaillent à long terme hein, chez eux, dans l'automobile. Donc la question est vraiment pertinente. C'est dans 5-6 ans, vous allez voir du photovoltaïque intégré par les fabricants d'automobiles directement sur l'auto. Ça, c'est sûr. Ok. Est-ce qu'on va y participer? On va essayer. On est dans la boucle, en tout cas, on est questionné, la preuve. C'est une très, très bonne question. Ok, merci Alain. On va poursuivre avec une autre question de Michel. Combien d'années les capacités de la nouvelle salle seront-elles suffisantes et quid de la suite? Alors, j'appelle ça la phase 2. Si vous avez regardé nos prévisionnels financiers, vous avez dû voir que la phase 3 sera autofinancée. C'est comme ça qu'on l'a conçue. La phase 2 va nous permettre de tenir, je pense, 4-5 ans tranquille. On devrait pouvoir avoir la capacité suffisante. Ce qui risque de faire basculer dans une situation tendue, c'est effectivement le jour où les cellules seront prêtes en fabrication dans l'Essonne, à Saclay, on va avoir une surcharge de travail importante parce que toute leur production sera encapsulée chez nous et les modules sont fabriqués chez nous. Donc du jour au lendemain, on va se retrouver avec un facteur X supplémentaire de cellules à traiter. Et là, effectivement, on risque d'arriver dans un bottleneck, un goulot d'étranglement, que j'estime être les cellules doivent sortir dans 24 mois. Entre la sortie des cellules et la montée en puissance de la prod dans l'Essonne, je ne crois pas, en tout cas la première année, on devrait être tranquille. Par contre, la deuxième année, on va effectivement subir un choc important. Le marché du transport routier est beaucoup plus puissant que je l'imaginais il y a quelques années. On a été contacté par beaucoup de gens, dont Webasto en Allemagne, dont d'autres que je ne peux pas citer. Si ce marché-là explose, effectivement, on aura un souci de riche, à savoir on aura des clients puissants avec une demande forte, ce sera quelque chose à régler. Donc la phase 3 risque d'arriver un peu plus tôt que prévu. Nous l'avons anticipé en année 4, année 5, avec un autofinancement. En sachant que, et là je m'aventure un petit peu dans le domaine financier, en sachant qu'il y aura une sortie de WICID qui est prévue dans 5-6 ans, et cette sortie-là, elle se fera clairement via un fonds d'investissement. Donc, est-ce qu'on aura besoin de faire appel à un fonds un peu plus tôt pour passer à la phase 3? C'est possible. C'est un peu trop tôt pour le dire. En tout cas, c'est sur le radar. On sait que c'est là. On sait que ça va se produire à un moment donné. On va essayer d'ajuster le plus finement possible, de rester. On a un système de veille avec des fonds d'investissement, bien évidemment. Certains qui nous ont dit c'est un peu trop tôt pour nous, mais vous nous intéressez. Donc, je sais qu'à terme, effectivement, on va avoir des soucis de volume et il va falloir y répondre à temps. Alors, les locaux ici nous permettent de faire une autre deuxième partie sur 1200 mètres carrés. On va traiter 800 mètres carrés entre maintenant et septembre prochain, mais on a encore sous le coude, 1200 mètres carrés à traiter dans le même bâtiment. Donc, je ne suis pas plus inquiet que ça. On saura faire. Ce sera des multiples de ce qu'on fait déjà. Voilà. Ok, merci Alain. Alors, étant donné qu'il y a beaucoup de questions, là, on a une vingtaine de questions d'attente, je te propose d'être un petit peu plus synthétique dans tes réponses. Tu as Euh, raison. D'ailleurs, dans ta précédente réponse, tu as répondu à la question de Cyril, je te la lis. Quelle est la valorisation à ce jour pour les actionnaires précédents et comment prévoyez-vous la sortie pour les nouveaux actionnaires embarquant maintenant et à quel horizon? Alors, je vais y répondre. Pour la première partie sur la valorisation, on l'abordera pas pendant ce live. Cette information, elle est disponible sur la page WICID. Il y a une FAQ qui est dédiée à ce sujet-là. Et pour la sortie, donc ça, tu as répondu, horizon 5-6 ans, avec potentiellement un fonds d'investissement. Voilà pour cette question. Donc, je te propose de passer à la suivante. Question de Yann. Quel type de système photovoltaïque utilisent les autres navigateurs? En référence à Jean Le Cam. Oh, il y en a plusieurs, mais
globalement, on a des confrères à la société Solbian qui s'est spécialisée dans le nautisme, et pas que, il y a aussi, c'est vrai qu'il y avait Hugo Boss qui avait une autre donc c'est globalement du CSI, donc du silicium cristallin, en sachant qu'il ne faut pas faire tomber une manivelle de winch dessus. C'est le souci, ça va casser. Voilà ce que je sais. Alors, je suis issu du nautisme, vous le savez. Si vous venez chez nous, vous allez le voir, c'est nautique. Et j'essaye de ne pas rester dans ce sabot-là, qui est quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai une passion pour le nautisme. Mais le développement de Solar Close System ne va pas passer par le nautisme. Je suis très content d'avoir travaillé avec Jean Leca, mais je travaillerai avec plaisir avec beaucoup d'autres navigateurs. Ce sont des frères pour moi. Mais le développement de Solar Close System, c'est un développement industriel qui va passer par le transport, qui va passer par les serres, l'agriculture protégée, et par tout ce qui est abri, toilettes, tentes et autres, et aussi probablement un petit peu par l'aéronautique, voire le proche espace. Voilà, donc l'accent, je vais le mettre là-dessus. Et si vous regardez nos prévisionnels, vous verrez que le nautisme, dans 2-3 ans, va représenter 10% du chiffre d'affaires de Solar Close System. Donc je suis content qu'il y ait d'autres, c'est bien qu'il y ait d'autres confrères qui installent du photovoltaïque sur d'autres bateaux. D'ailleurs, on le voit derrière toi que tu apprécies le nautisme. Oui. Sur la suite, donc une question de Fanny. Pourquoi faire appel à WICID et à des particuliers pour investir? Ah, ok. Ben ça c'est une question à laquelle vous pourriez aussi répondre. Quand on est start-up, alors vous avez différents niveaux. Alors, effectivement, on s'approche de la fin de la start-up chez Solar Close System. On est en fin de cycle. Mais vous êtes bizarrement toujours ou trop tôt ou trop tard, ou bien pas dans le bon domaine. Alors, vous avez affaire à des fonds. La raison de base, si je puis me permettre, c'est qu'ils se commissionnent sur les fonds qu'ils lèvent, sans jeter la pierre à WICID, et que pour eux, s'ils ne lèvent pas 5, 6, 10 millions d'euros, ma foi, la commission n'est pas suffisante pour que le dossier les intéresse vraiment. C'est la raison de base. C'est purement financier. Et puis, bien évidemment, il y a la perspective de l'entreprise dans laquelle les fonds investissent. Donc, aujourd'hui, comme vous le savez, les banques font ce que les banques ont toujours fait, c'est-à-dire pas grand-chose. On a leur soutien et leur sympathie. Le Crédit Agricole a fait quand même pas mal pour nous et je les en remercie. Quant aux fonds d'investissement, ça ne suit pas. Donc, en fait, les fonds qu'on lève, on le lève en interne. Hein. L'an dernier, on a levé 250 000 euros en interne, en equities chez les associés existants. Donc, on n'attend pas que derrière WICID. Pour autant, cette levée de fonds, et j'en ai parlé aux dirigeants de WICID à un moment donné, ils m'ont dit ça nous intéresse parce que il y a un carnet de commandes, parce qu'il y a des industriels qui sont dans la boucle et WICID peut s'intéresser à cette levée de fonds-là. Donc, les particuliers, c'est malheureusement, il y a ce qu'on appelle friend and family au début, hein, quand on démarre une start-up. Ensuite, il y a le crowdfunding. De temps en temps, il y a des aides gouvernementales ou régionales. Et puis, in fine, vous avez les fonds d'investissement, en fait, qui en général rachètent le tout. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ok, merci Alain. On va poursuivre avec une question de Nicolas. Alors, il y a plusieurs questions dans la question. Je vous la lis. Bonjour, bravo pour votre projet. J'ai compris que vous ne vouliez pas trop parler du projet avec Volvo Renault Truck pour des raisons de confidentialité. Cependant, je voudrais comprendre quel serait l'objectif pour Volvo de votre collaboration. Rendre complètement autonome un camion ou serait-ce uniquement pour une consommation accessoire du camion, type la cabine? Pour des gros véhicules, l'hydrogène n'est-il pas un sérieux concurrent? Ok, donc effectivement, j'ai pas trop le droit de parler dans le détail. Donc, je vais rester dans les grandes lignes. Alors, il ne s'agit pas de Volvo et Renault ne nous ont pas contactés pour la traction, la propulsion du véhicule. Il ne s'agit pas, le photovoltaïque ne va jamais faire rouler et tirer un camion de 60 tonnes, c'est certain. Et l'hydrogène, effectivement, peut être un long débat, on n'a pas le temps. C'est
c'est une solution. Ce n'est pas la seule, mais c'est une solution intéressante. Renault, Volvo, les deux marques, chaque fois qu'ils ont un dealer meeting, ils ont la liste des choses qui fâchent. Et dans le haut de la liste des choses qui fâchent, depuis des années, il y a toujours la même chose. La durée de vie du banc de batterie, qui est effroyablement basse. Parce que les camions ne roulent que, en tout cas dans nos contrées, et c'est même vrai dans pas mal de pays voisins, les camions roulent 50% du temps. Et des fois, ça dépend des transporteurs, 40% du temps. C'est-à-dire que le reste du temps, l'alternateur ne tourne pas, les batteries ne sont pas chargées. Donc, je vous laisse déduire par vous-même ce que Renault-Volvo a estimé utile pour répondre à ce problème-là et pourquoi il travaille avec SolarCloud System, qui produit des modules très fins, donc qui n'ont aucune influence sur l'aérodynamisme, véritablement très fins, très légers, donc qui ne nécessitent pas des supports structurés et qui sont très faciles à transporter, dont la logistique permet d'expédier par carton classique, tout bête, à un distributeur en Roumanie ou au Chili, que sais-je, un élément qui va permettre de répondre à leurs problématiques. Donc, j'en dis pas plus, mais vous m'avez compris, je l'espère. Ok. On va poursuivre avec un commentaire de Christophe. Donc là aussi, il y a 3 questions dans la question. La première, comment se situe SolarCloud par rapport à ses concurrents? Et cette question elle a été posée par d'autres WeSeeders un petit peu plus tard. Deuxième question, quel est le programme de développement international, vente, export, marché, UE, puis reste du monde? Et 3, quid des applications Building Integrated Photovoltaics? Voilà, la dernière question. Ok, alors, la première, on est sur un marché de niche gigantesque, ne serait-ce que pour l'agriculture. Si vous savez qu'il y a 4 millions d'hectares, 4 millions d'hectares de serres plastiques sur la planète, ça vous donne une idée de la taille du marché des serres photovoltaïques plastiques, sur lequel on ne peut pas mettre du rigide, bien évidemment, la serre s'effondrerait. Donc, ok, c'est un marché de niche, mais c'est un marché gigantesque. Nos concurrents, si vous avez suivi la présentation précédente, enfin, en tout cas, vous avez vu que le rapport poids-puissance nous distingue de façon abyssale des autres technos. Le semi-rigide, vous êtes à 90 watts par kilo. Dans nos produits les plus fins, on est à 240 watts par kilo contre 90 pour le semi-rigide et contre 15 pour le rigide. Donc, ok, c'est une niche, mais des tentes, il y en a partout sur la planète, des serres, il y en a partout, des camions qui transportent ou des véhicules, il y en a de tous les côtés, et des objets en mouvement qui ne peuvent pas être branchés sur une prise, il y en a plein aussi. Donc, en ce sens-là, oui, c'est une niche, mais c'est une niche dont je ne vois pas le bout. Donc, de ce point de vue-là, je ne suis pas inquiet, et par rapport à nos concurrents, on a chacun nos marchés. Quelqu'un qui fait de la toiture ne va pas venir demander à SolarCloud System de faire de la toiture. On sera plus cher et probablement ils seront satisfaits avec ce qu'ils achèteront en Chine, en Inde ou ailleurs. Donc ça, de ce point de vue-là, je considère que mes confrères concurrents sont plutôt des gens qui travaillent à côté de SolarCloud System en bonne intelligence en fait. Et on a tous intérêt à faire progresser la profession ensemble. Donc ça, c'est pour la première question. La deuxième question, développement international, ben oui, mais on a abouti véritablement au niveau tech que fin 2019, le Covid est arrivé. Nos produits industriels rentrent en ligne maintenant. Il est effectivement le temps d'ouvrir les marchés internationaux. Alors, on ne pouvait pas le faire avant parce qu'il fallait, des garanties, il fallait aussi faire certifier un certain nombre de nos produits et puis mettre en place tout le réseau. Donc c'est en cours. J'ai ralenti les demandes internationales, j'en ai eu plein, j'en ai eu vraiment des tonnes. Sachez même qu'on a travaillé pour Google, les propriétaires de Google. Donc la demande est là, je suis totalement bilingue et biculturel en anglais, donc j'ai aucun souci pour travailler avec les gens qui sont de l'autre côté, soit de la Manche, soit de l'Atlantique. Ou ailleurs, on va travailler avec le Brésil, hein, assez lourdement. Hein. Donc l'international, oui, mais de façon organisée,
avec des garanties et si possible, zéro SAV, zéro perte. Donc, avant de se lancer là-dedans, il faut être bien sûr de ce qu'on fait. Donc, oui, c'est pour 2021-2022, oui. La troisième question, le BIPV, on a un livrable pour l'ADEME. Pour ceux qui ne connaissent pas l'ADEME, c'est l'agence pour les économies d'énergie, pour la faire simple. Hein. En France, c'est le gouvernement, en fait, l'ADEME, directement. Pour l'ADEME, on travaille sur un store ban photovoltaïque. C'est un produit qui n'existe pas nulle part. Pour autant, il y a eu des brevets déposés, bien évidemment, mais le produit n'existe pas parce qu'il y a énormément de contraintes, beaucoup de dégradation. Et donc, on est en train, on a mis le store ban démonstrateur en route. On est en train de l'appareiller et avec 2 laboratoires français du CNRS, on va faire l'analyse des dégradations et une fois qu'on aura l'analyse des dégradations, on va travailler sur les solutions à apporter afin de créer un nouveau produit dont l'utilisation sera mondiale, qui sont les store ban photovoltaïques. Ce sera applicable aux bâtiments, à l'habitat, mais aussi au commerce, au petit commerce, aux restaurants, aux gens qui ont besoin. Alors, l'utilisation, ce sera effectivement pour alimenter le moteur et puis aussi les utilisations extérieures ou intérieures à l'habitat. Pour l'instant, je ne souhaite pas aller plus loin que ça dans le domaine du BIPV, qui est un domaine très réglementé et compliqué. On a suffisamment de travail en cours, donc on va essayer de bien faire ce qu'on fait déjà et puis de le faire encore mieux et développer ce projet de store ban qui là vraiment touche au textile photovoltaïque à nouveau, c'est notre cœur de métier. Si c'est pour aller mettre nos produits sur des façades en béton, je vois pas trop l'intérêt. Par contre, là oui, c'est un produit qui n'existe pas, qui a un marché gigantesque et qui correspond à l'identité de SolarCloud System. Ok. Faut-il encore y arriver? On a 2 ans devant nous pour mettre au point ce nouveau produit. Ok, merci Alain. On va poursuivre avec une question d'Anthony. Je te la lis. Votre technologie intègre des matières premières comme le cuivre. Le prix de ces matières premières est particulièrement volatile. Dans ces conditions, êtes-vous serein sur votre capacité à maintenir la rentabilité économique de vos installations, quelles que soient les évolutions du marché des matières premières? Par ailleurs, comment comptez-vous sécuriser vos approvisionnements, ces matières étant extraites à partir de pays étrangers, émergents pour la plupart? Oui et non. C'est émergent, oui et non. Regardez à nouveau la présentation que j'ai faite sur l'indium et le gallium. Alors, je vous redis que la couche qui capte l'énergie solaire fait 35 micromillimètres, microns d'épaisseur. Autrement dit, la quantité de cuivre, d'indium, de gallium et sélénium est infinitésimale. C'est pas grand-chose, c'est de la poudre. En ce sens-là, ok, c'est du cuivre, mais la quantité est tellement faible que la valeur de la cellule provient plutôt de la technologie et pas de la matière première. Donc en ce sens-là, même si, ok, c'est vrai qu'il y aura un impact, mais l'impact serait véritablement très très faible. Et le gallium, il y en a un peu partout. C'est vrai que l'indium, il y en a beaucoup en Chine, mais peut-on dire aujourd'hui que la Chine est un pays en voie de développement? J'en suis pas sûr. Les réserves sont importantes. Le recyclage est vraiment très important. 70% de l'indium vendu provient du recyclage. Donc, je suis pas sûr, il n'y a pas de terres rares, il n'y a pas de ce genre de choses qui pourraient faire qu'il pourrait y avoir une spéculation boursière sur un des éléments qu'on utilise. Il n'y a pas de terres rares, donc on n'est pas dans cette situation-là. Et les quantités sont tellement faibles que je vois pas les coûts de fabrication sont vraiment ailleurs. C'est pas véritablement dans ces matières premières-là. Voilà. Ok, ok. Une question de Nicolas maintenant. Bonjour, avez-vous pensé à des partenariats avec d'autres sociétés WICID, financées sur WICID? Je pense notamment à Lumine, Mascara, Tawek, Comwatt. Et là, en ce moment, on pourrait rajouter Sorea, par exemple. On est ouvert pour travailler avec tout le monde. Il n'y a pas de juste avant ce live, j'étais appelé par quelqu'un qui
qui fabrique du photovoltaïque pour l'Afrique, afin qu'on essaye de travailler ensemble. Alors, il n'a pas été financé par WICID, mais son travail est véritablement intéressant et j'ai dit oui, on va se parler la semaine prochaine. Dès qu'il y a une cohérence et puis quelque chose qui fait sens, ben, bien sûr que oui. On est tous dans le même bateau en quelque sorte. Ouais. Bien évidemment, oui, oui, nos portes ne sont jamais, jamais fermées. Ok. Une autre question, au niveau du domaine agricole, tu l'as évoqué brièvement, que proposez-vous? Bah, pour commencer, on a un brevet qui nous a été délivré l'été dernier et ce brevet touche à l'agriculture protégée. Alors, je vois que les brevets peuvent être copiés. Oui, un brevet vous donne l'autorisation de vous défendre. C'est tout. Si demain Samsung ou LG vous attaquent, ce sera la taille de votre porte-monnaie qui définira si votre brevet va tenir la route ou pas. Donc, il ne faut pas faire dire à un brevet ce qu'il ne dit pas. Un brevet, ça dit, un, on a mis au point, inventé quelque chose de nouveau. Deux, on joue le jeu, on l'enregistre dans son pays et ensuite on l'étend. On l'étend en fonction des fonds et en fonction de la pertinence du produit par rapport aux cibles. Alors l'Europe a la chance d'être unie en cela, donc on peut déposer pour l'Europe, mais après c'est pays par pays. Ça peut être la Corée du Sud ou bien l'État d'Oman, le sultanat d'Oman. Il faut tout traduire dans la langue avec un avocat sur place. Donc, faut pas se tromper de cible. Ça coûte très très cher. Donc, un brevet, c'est signe de travail et signe de bonne foi. Après, il faut avoir la capacité financière de le défendre. La meilleure façon de défendre son brevet, c'est d'avoir une techno bien particulière et de tenir son marché. Alors là, en l'occurrence, le brevet que nous avons, que SolarCloud System détient, c'est d'avoir donné une nouvelle fonction à un élément existant dans les serres. Dans les serres middle tech et high tech, et même des fois low tech, il y a un écran d'ombrage que l'on tire quand le soleil est trop fort, on va dire la radiation est trop importante et risque de brûler les plantes. Alors tout dépend de la latitude où on se trouve, bien évidemment, mais il y a des zones, par exemple au Maroc, à Agadir, l'écran d'ombrage, il est tiré la plupart du temps. Ça sera moins vrai à Béthune ou bien aux Pays-Bas. Cet écran d'ombrage est utilisé quasiment partout. On l'a transformé, on a fait un écran d'ombrage photovoltaïque avec des caractéristiques assez particulières. On a travaillé là-dessus avec 2 ingénieurs de l'INRA qui, du reste, ont co-signé le brevet. Et ce brevet-là nous permet, d'avoir l'attention des fabricants de serres, des acteurs de la profession, les instituts de transformation des innovations au sein du monde agricole. Il y en a dans tous les pays. Hein. En France, c'est le TFL. Et là, en l'occurrence, on travaille avec le groupe Richel, qui est situé à côté d'Orange. C'est le premier fabricant européen de serres plastiques. Richel a aussi une filiale qui est très importante qui s'appelle Tout Abri, qui fait des abris gigantesques pour l'agriculture, pour l'industrie ou ce que vous voulez. Et ces abris ont un besoin énergétique, comme les serres. Les serres consomment beaucoup d'énergie. Vous avez des moteurs pour les ouvrants, vous avez effectivement le moteur pour les écrans d'ombrage, vous avez des fois des turbines, vous avez des évaporateurs et parfois des climatiseurs. Donc, le fait de pouvoir alimenter soit en autonomie, soit en hybridation une serre, c'est un vrai plus. Ça permet d'éviter d'avoir à tirer des réseaux, ça permet d'avoir un équilibre économique différent, et c'est sur là-dessus que nous travaillons. Alors, on travaille avec les gens, la France bien évidemment, mais aussi le Maroc et aussi Dubaï sur cette problématique qui, je prends 2 secondes de notre temps, je suis désolé Maxime, mais qui rejoint immédiatement le problème du réchauffement climatique. Le réchauffement climatique qu'on observe en Afrique du Nord, qui commence à apparaître au sud de l'Espagne, au sud de l'Italie, en Sardaigne, on commence à l'avoir en France. Et on doit apprendre à gérer des serres dans cet environnement-là, c'est-à-dire un environnement de forte radiation solaire et de stress hydrique important.
Et c'est à ça que s'est attelé SolarCloud System. Il y a un marché gigantesque. C'est pour ça qu'on va faire un déploiement à Dubaï cette année, assez probablement au Koweït aussi, et puis à Agadir dès qu'on arrivera à rentrer au Maroc. On devait le faire l'an dernier, on n'a pas pu, on a été bloqué. Ensuite, une autre question. Je note que votre usine se trouve dans le lit de la Sienne. Quel est le risque d'inondation dans ce secteur? Et il y avait une autre question qui était liée à ça de Yann. Quelle serait votre capacité de résilience si votre usine était emportée par un orage un peu extraordinaire? Alors, l'île de la Sienne, oui, complètement raison, on est surélevé. Et dans le PPRI, l'emplacement de nos locaux n'est pas en zone rouge et je suis même pas sûr qu'elle soit en zone bleue. Elle va peut-être le devenir du reste en zone bleue. Donc ça a été remblayé il y a une trentaine d'années et quand il y a des inondations ici, il y a 2 îles, dont la nôtre. Depuis, ça fait 20 et quelques années que je suis là. Les gens qui étaient ici avant que je connais ont une expérience sur 50 ans. On n'a jamais été inondé. L'an dernier, il y a eu un épisode très particulier du fait d'un lâchage d'eau un peu intempestif qui a été fait sur un barrage. On a eu un petit peu d'eau, mais rien de dramatique. Et de toute façon, dans la partie industrielle, on va constituer une protection contre les inondations. Alors, ce serait trop long de l'expliquer ici. Comme vous savez, je viens d'une notice, donc je suis particulièrement habilité pour tout ce qui flotte et tout ce qui doit être étanche. Donc cette partie-là est assez bien couverte. Mais c'est vrai, c'est une bonne question. Cette personne a raison de la poser. Ouais. Alors, ça fait presque 1 heure que le live a commencé. Il reste une dizaine de questions. Du coup, je te propose de répondre assez rapidement aux dernières. Et puis, si jamais il y a des compléments à apporter, il y a l'espace commentaire qui reste ouvert. Donc, première question d'Anthony. Vos installations nécessitent-elles beaucoup de maintenance? Cette maintenance est-elle assurée par votre entreprise, pardon, ou bien est-ce au client final de contacter un prestataire externe en cas de panne? Rien de tout ça. Alors effectivement, l'entretien sur un bâtiment, il y en a toujours. On le fait de façon systématique. On est là depuis longtemps, donc on connaît bien le bâtiment et les lieux. On est aussi en très très bon rapport et assez proche avec la communauté de l'agglomération et les 2 mairies qui nous. Donc on a un travail avec les services techniques assez prégnant, même aussi avec les services de sécurité qui nous connaissent bien. On est protégé par la DGSI pour la partie sensible de notre travail. Nos clients, ce sont eux qui posent la question. Les gens comme Renault, Volvo, effectivement, posent la question de la résilience. Et on a dû passer par, on a commencé en octobre, on a terminé il y a à peu près 1 mois le cycle vertueux avec Renault, Volvo d'agrément pour le risque, pas seulement les risques physiques, mais aussi les risques sociétaux, les risques environnementaux de l'entreprise. On a réussi, on a passé toutes ces barres-là. Elles étaient hautes. Le groupe Volvo, qui est suédois, a mis la barre très haut dans ces domaines-là. Donc, je peux répondre à cette question, oui, on est plutôt bien en place et on ne craint pas grand-chose. Voilà. Ok. Une question de Raphaël. Existe-t-il un marché pour le textile prêt-à-porter, peut-être via des surfaces plus petites? Je sais qu'il existe des projets en smart cloth qui pourraient avoir besoin d'être alimentés à même le vêtement. Oui, c'est vrai que ça existe. C'est vrai que j'ai fait des présentations, que j'ai rencontré les acteurs. Le problème, c'est la peau. Dès que vous touchez la peau, ça passe par la réglementation médicale qui est très, très, très lourde. Et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, on soit en capacité, qu'on ait, les ressources et peut-être même, je suis même pas certain qu'on aboutisse. Donc, c'est un risque que je ne souhaite pas prendre, en fait. Ok. Une autre question d'Anthony. La durée de vie de vos installations varie-t-elle en fonction du support sur lequel elles sont installées, pardon? Ça peut, oui, effectivement, si on met un photovoltaïque en drapeau et si on le colle sur une plaque en aluminium, ça sera pas pareil, c'est vrai, le vieillissement sera différent. Moi, je dirais que c'est plutôt une question d'utilisation. L'utilisateur, si l'utilisateur fait attention, il sait que après, c'est des couches minces, c'est quand même des capteurs nano-électroniques, donc il faut les traiter avec attention. Si on les traite avec attention,
l'application, et nous, si on conçoit bien le module par rapport à l'application, ne devrait pas y avoir de différence significative. La durée de vie dépend véritablement de la façon dont on encapsule et des films qu'on utilise. On a deux types de durée de vie, un 10-12 ans et un 20 ans plus, 20-25 ans. Ok. Une autre question, êtes-vous le seul partenaire industriel avec l'IPVF? Non, on n'est pas le seul, il y en a plein d'autres. Il y a notamment Total, il y a EDF, il y a Air Liquide, il y a du beau monde chez l'IPVF. Ok. Ensuite, une question commune pour Jean-Marc et Emmanuel. Allez-vous pouvoir encore augmenter la puissance et oui, travaillez-vous et si oui, comment à l'amélioration du rendement, notamment pour répondre à l'industrie automobile? La, la réponse aujourd'hui, ce sont les tandems. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le photovoltaïque, il y a une nouvelle techno qui a été développée qui s'appelle le perovskite, avec un P, perovskite, qui par lui-même en soi aujourd'hui est à peu près à 12%, 13% de rendement, mais qu'on peut faire travailler en jonction, en tandem, avec des technos existantes. C'est-à-dire qu'on peut faire un perovskite CSI, on peut faire un perovskite CDTE, un perovskite CIGS. Et ce faisant, on ajoute en fait le rendement du perovskite à la techno existante. Ce qui permet un bon... alors en laboratoire, ça a été fait, ça commence à apparaître dans la vraie vie, mais pas la vraie vie commerciale, où on atteint les 25, les 26%. Le tandem avec le perovskite dans les 2-3 ans qui viennent à 25, 26, 27, 28% de rendement est tout à fait envisageable. Ok. On y travaille. Ok. Une autre question de Cyril. Votre production est très élevée comparativement aux standards du marché. Aussi, comment positionnez-vous votre prix toujours comparativement? Je suis pas sûr de bien comprendre la question. Je vais essayer d'y répondre. Oui, je pense que c'est, enfin, Alain, tu nous as expliqué les différences en matière de rendement, rapport poids-puissance. Là, je pense que c'est simplement par rapport au prix. Le prix tout bête, on est plus cher au watt que le photovoltaïque rigide classique. C'est pour ça que les gens qui peuvent mettre du photovoltaïque rigide classique ne viennent pas nous voir. Il faut qu'ils aient un vrai besoin énergétique et que ce produit-là ne puisse pas remplir sa mission. Le rigide a ses limites et on travaille dans ces niches qui sont gigantesques où notre produit coûte plus cher parce qu'il est beaucoup plus complexe à fabriquer, beaucoup plus fin, beaucoup plus léger. Pour autant, s'il était hors marché, on n'aurait pas de clients. Des clients particuliers, mais aussi des clients industriels qui, quand on passe par la fourche codine des acheteurs, je peux vous assurer que vous sortez de là rincé et sauré. Et mon job, moi, c'est de préserver des marges. Donc, on y arrive. C'est donc que notre produit, avec le prix qu'il est aujourd'hui, a trouvé son marché et qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là. Alors, on va améliorer, bien évidemment, nos coûts de production avec l'industrialisation. Donc, probablement, on va de côte à côte, on va maintenir nos marges et probablement baisser un petit peu nos tarifs une fois qu'on aura bien rodé l'outil industriel tel qu'il sera à l'automne prochain. Ok. Une autre question. Envisagez-vous d'autres supports que la toile? Bah oui, que ça. On a passé tout l'automne 2019 à coller nos produits sur tout ce qui peut exister, jusqu'au vinyle. On a tout fait. Et on est arrivé, il n'y a pas un seul support qui a résisté. On arrive à se prendre sur l'ensemble des supports, que ce soit du carbone, du PVC, du compressé, de l'acier, de l'aluminium, des composites, du vinyle, des textiles, ainsi de suite. Ok. Donc la réponse est oui. Oui. Question d'Alice. Quelle est la durée de vie du produit? On a deux produits, on en a un qui a une durée de vie 10-12 ans et un autre 20, j'appelle 20 ans plus, il peut aller jusqu'à 25 ans, celui qu'on utilise pour l'habitat. Ok. Question de Benjamin. Bonjour, merci pour la présentation. Qu'en est-il des acteurs de la production d'énergie vis-à-vis de votre technologie, par exemple Engie?
sont-ils intéressés pour des champs photovoltaïques équipés des bâtiments et d'autres surfaces et qu'ils pourraient exploiter? La réponse est oui et non. Alors non, en ce sens que les champs photovoltaïques, c'est pas nous. Les gens qui le font très bien. Euh, le côté oui, c'est Engie et les bâtiments. Alors, on a été contacté par Engie Nouvelle-Aquitaine, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle maintenant, Nouvelle-Aquitaine, parce qu'ils travaillent sur les toitures en éternite, en fibrociment, celles qui contiennent de l'amiante. Donc, bien évidemment, là-dessus, on ne peut pas mettre du poids du type 15 km². Donc, notre solution leur semblait intéressante. On a commencé à travailler sur des prototypes. Le Covid est arrivé et depuis, c'est un peu silence radio du côté d'Engie Nouvelle-Aquitaine. Je sais qu'Engie a traversé une zone de turbulence en termes de gouvernance, et pas seulement au niveau parisien, mais aussi au niveau local. Donc, c'est peut-être que la période peut-être c'était un petit peu trop tôt, et si Engie revient vers nous, ce sera avec plaisir qu'on travaillera avec eux. On travaille ici en local avec Engie pour tout ce qui est revente réseau. Voilà. Ok. Alors, il ne reste plus que 3 questions. La première, celle de Benjamin. Avez-vous des concurrents directs qui font également des panneaux photovoltaïques totalement souples comme les vôtres? Oui, il y a tous les gens qui fabriquent de l'OPV, du photovoltaïque organique, dont en France, vous avez Dracula, qui est un WeSeeder, enfin, qui est une société soutenue par WeSeed. Vous avez aussi la société Armor. Alors, l'OPV, c'est une techno intéressante parce qu'ils utilisent en fait de l'encre, une projection d'encre. L'encre a ceci d'intéressant, c'est que vous pouvez faire des formes un peu plus complexes que des rectangles. Donc, vous pouvez vous rapprocher du design et vous pouvez aussi pigmenter. Donc, vous pouvez avoir un peu de couleur. En ce sens-là, c'est véritablement intéressant. Par contre, l'efficacité, le rendement est plafonne à 5% depuis malheureusement de quelques années. Alors, Dracula a eu l'excellente idée d'utiliser cette techno-là pour les IoT, ce qui permet de l'interconnexion de différents éléments dans un endroit fermé. Et là, l'efficacité de l'OPV pour les IoT s'est avérée véritablement en phase avec le besoin. Donc, c'est léger, c'est fin, c'est translucide en partie, c'est en partie organique, ça coûte pas très cher, mais c'est pas très puissant non plus. Donc, si vous faisiez un rapport prix du watt, il n'y a pas beaucoup de watts. Ça coûte pas très cher, mais il n'y a pas beaucoup de watts. Donc, si on fait un rapport prix du watt, ça reste quand même relativement élevé. Par contre, chapeau à Dracula, qui a su véritablement utiliser sa techno et trouver son marché. Et par contre, je ne tire pas mon chapeau à Armor, qui nous raconte des balivernes à longueur d'année. Voilà. D'ailleurs, sur Armor, on a une question. Qu'est-ce qui vous différencie du film solaire ASCA développé depuis 2010 par le groupe Armor et dont des partenariats sont déjà noués avec des producteurs d'électricité comme Engie? La réponse est simple. Quand le rendement est de 5%, tout ce que vous arrivez à faire, c'est d'allumer des LED. Vous ne ferez jamais tourner un moteur. La production est tellement faible. Armor nous enfume avec des communiqués de presse qui sont abracabrantex, dirait notre ancien président. C'est là où je suis vraiment fier de Dracula. Dracula raconte pas d'histoire. Ils ont le même type de produit. Ils ont trouvé un marché. Ils se tiennent à ce marché-là. Ils sont pertinents sur ce marché-là. Armor raconte des histoires. Je suis désolé, c'est pas très fiable. Le jour où ils attendront 12, 13, 14% d'efficacité de rendement, oui, ce sera un vrai, il y aura quelque chose, mais c'est pas le cas aujourd'hui. Et c'est pas le cas depuis maintenant 4 ans. Et depuis 4 ans, on nous explique qu'Armor, il va faire ceci, cela. Ils sont même incapables de charger une batterie de voiture. Non, avec 5%, on fait pas grand-chose, je suis désolé. On allume des LED, oui. On fait de la déco, oui. On fait de la jolie déco, oui. On peut en agriculture allumer des LED pour la fraise dans les serres, oui, mais ça va pas au-delà de ça. Ok. Je suis désolé d'être aussi ferme, mais des fois ça m'agace tellement
tellement de ce... Alors, ce sont des gens qui ont beaucoup d'argent, ce sont des imprimeurs, c'est une grosse boîte nantaise. Ils tirent sur les fonds de l'imprimerie, mais ce qu'ils font dans le photovoltaïque, aujourd'hui, c'est quand même un peu mensonger, je suis désolé. C'est les seuls en France, autrement, tout le paysage français est tout à fait clean en photovoltaïque, pour ceux qui sont restés en tout cas. Ok, merci Alain. Et la dernière question du live, et après on clôturera sur ça. Une question de Frédéric. Est-ce que vous avez prévu de licencier vos produits si vous n'arrivez pas à satisfaire la demande et donc rester plutôt en bureau d'études et toucher des royalties? Ah, le bonheur de la rente. L'idée est tentante, vous avez raison Frédéric, l'idée est très tentante, mais l'outil industriel, moi je dirais, en fait je prendrais le problème à l'envers. Je vous ai parlé de la phase 2 qui est celle qui nous occupe aujourd'hui, de la phase 3, il y aura probablement une phase 4 qui sera véritablement d'une autre ampleur. Vous rajouterez 2 zéros derrière ce dont on parle aujourd'hui. Et là, ce dont vous parlez aura lieu, c'est-à-dire qu'il y aura effectivement probablement une délocalisation quelque part en Europe. Il y aura probablement un système de franchise, mais aujourd'hui c'est beaucoup trop tôt et la techno est quand même véritablement assez pointue. C'est ce qui nous différencie de beaucoup de gens. C'est un peu trop tôt pour vouloir la franchiser, je dirais. Mais on peut en reparler dans 2-3 ans. Voilà. Ok, merci Alain. Si tu as quelques mots à partager au Wicidar, je te laisse la main. Je veux dire, tous les Wiciders qui nous ont soutenus dans le passé, qui nous soutiennent encore aujourd'hui, la collecte est magnifique. Je les en remercie parce que c'est un énorme accélérateur. Ça va nous permettre de réaliser, c'est pas seulement nos rêves, mais c'est ce qu'on doit faire. Il faut qu'on s'industrialise. Donc, les gens qui nous ont soutenus dans les périodes qui étaient plus sombres qu'aujourd'hui, on a eu des périodes plus basses, des périodes où les choses allaient mieux. WICID a toujours été là, les WICIDers ont toujours été là, on ne l'oubliera pas. Comme je te l'ai dit avant ce call, on va attendre 1 an ou 2, voir si effectivement nos bénéfices commencent à se stabiliser. Bien évidemment, on va autofinancer autant que faire se peut la phase 3, mais dès que je pourrai faire une distribution de façon raisonnable auprès de nos actionnaires, WICIDers, mais pas que, nous avons aussi d'autres actionnaires, je le ferai, bien évidemment. C'est un retour d'ascenseur absolument essentiel, en tout cas de mon point de vue. Super. Donc, merci à tout le monde. Merci à Maxime. Merci Alain. Merci à tous les Wiciders présents en direct. Si jamais des personnes regardent le replay et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire. Alain se chargera d'y répondre avec plaisir comme il le fait depuis le début de la collecte. Et pour ceux qui sont arrivés en retard, le replay sera normalement disponible dès demain sur la page WICID de SolarCloth. Voilà, merci à tous, merci Alain encore une fois, et à bientôt pour un nouveau live startup sur WICID. Entendu? À bientôt.